quand on parle de la Crimée, on parle de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Ce que personne ne dit, et que vous ne voyez nulle part, c'est que la Crimée était indépendante avant l'Ukraine. Et aucun historien ne vous le dit. Et pourtant, c'est un fait tout simplement historique. Le 20 janvier 1990, l'Union soviétique existe encore à ce stade. La population de Crimée demande un référendum pour ne plus dépendre de Kiev et dépendre de Moscou. Et il y a un référendum qui a lieu ce jour-là, et avec une majorité écrasante de l'ordre de 93%, la Crimée devient la République socialiste autonome de Crimée sous la conduite de Moscou et non plus sous la conduite de Kiev. Et vous avez, si vous regardez la ligne du temps, vous avez donc le 20 janvier ce référendum d'autonomie de la Crimée, donc elle est autonome au sein de l'URSS. 2 mois plus tard, l'URSS, puisque le mur est tombé en novembre 89, je vous le rappelle, et un vent de décomposition de l'URSS souffle déjà, et les autorités de Moscou décident d'organiser un référendum pour confirmer le maintien de l'Union soviétique. Et ce référendum est fait 2 mois après le référendum de Crimée. Donc à ce moment-là, la Crimée participe à ce référendum en tant qu'entité autonome, sous la direction de Moscou. Le maintien de l'URSS est confirmé par près de 80% de la population d'ailleurs. Donc on est toujours dans l'URSS. Ce n'est qu'en décembre de la même année que l'Ukraine accède à l'indépendance, donc après la Crimée. Et une année plus tard, l'URSS est dissoute et chaque république reprend un peu ses droits. Mais l'Ukraine n'accepte pas cette séparation de la Crimée. Et un bras de fer s'engage à partir de ce moment entre l'Ukraine et la Crimée, et qui aboutit en 1995 à l'abrogation de force de la constitution criméenne par l'Ukraine et la prise du pouvoir par les autorités criméennes qui destituent par la force, avec les forces spéciales, qui destituent le président de Crimée et qui annexent la Crimée. Donc, ce qui se passe en 2014, notre lecture de cette annexion, qui d'ailleurs techniquement n'est pas une annexion, mais là-dessus, que nous voyons comme une annexion, n'était pour les Criméens qu'un retour à un juste ordre des choses. De nouveau, je reviens à mes sources ukrainiennes officielles, et vous pouvez aller sur le site du président de l'Ukraine, le site du gouvernement ukrainien, et vous verrez ce décret de mars 2021, où Zelensky annonce qu'il reprendra par la force la Crimée et le sud du pays. Et à partir de mars 2021, les forces ukrainiennes se renforcent le long des frontières du Donbass et de la Crimée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces troupes sont dans le sud du pays et qu'elles n'ont jamais été aux frontières de la Russie, parce qu'elles se préparaient à attaquer le Donbass et la Crimée. On va y revenir. Et ce décret, il a été publié officiellement, mais évidemment personne ne le mentionne parce que ça donnerait une explication à ce qui s'est passé par la suite. Parce que ce qui s'est passé par la suite, et vous pouvez vous rappeler probablement que le 16 février, c'était un peu avant le 16 février, Joe Biden a dit « les Russes attaqueront le 16 février ». Et certains ont même donné l'heure, 1h le matin ou 3h. Alors, vous pouvez vous dire, mais comment est-ce qu'il pouvait savoir ça? Ce n'est pas les services de renseignement qui lui ont dit ça. Non, il le savait tout simplement parce que les Ukrainiens avaient prévu de déclencher leur offensive contre le Donbass le 16 février. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les observations de l'OSCE dans le Donbass. Et vous voyez que ça, ce sont les explosions qui ont été enregistrées à partir du 16 février, enfin,
ici depuis le 14. Le 14, vous avez le niveau des échanges de feu qui étaient régulièrement. On se tirait des coups par-dessus la ligne de contact, de part et d'autre, un coup un peu comme un jeu de ping-pong, comme ça. Mais on reste à des niveaux très bas. On avait de l'ordre, sur toute la ligne de contact, de l'ordre à 20 à 30 explosions régulièrement. C'était comme ça depuis plusieurs années. Et tout d'un coup, le 16, le nombre des explosions est multiplié par 10. Et le 17 par 20. Et le 18 par 40. C'était clair qu'à ce moment-là, les Ukrainiens avaient préparé leur offensive, ont déclenché les premières frappes. À ce moment-là, dès le début février, dès la mi-février, lorsque les tirs ont commencé à s'intensifier, les autorités des républiques du Donbass, de Donetsk, surtout de Donetsk, c'était elle qui était le plus au contact, ont commencé à évacuer les populations civiles vers la République de Lugansk et vers la Russie. Et c'est à ce moment-là que on a des transferts de civils, les tirs s'intensifient, et c'est à ce moment-là que le Parlement russe demande à Poutine de reconnaître l'indépendance des deux républiques de Lugansk et de Donetsk, que Poutine ne fera pas avant le 21. Et pourquoi le fait-il alors qu'il a refusé jusqu'à maintenant? Pour une raison très simple. Il ne veut pas intervenir dans un pays souverain. Donc il prend un artifice juridique. On peut discuter ça naturellement, mais c'est très judicieux du point de vue strictement juridique. Il reconnaît le 21 l'indépendance des deux républiques du Donbass. En reconnaissant cette indépendance, il peut signer avec ces deux républiques des traités d'amitié et d'assistance dans la foulée, qui ont été ratifiés par les parlements respectifs de la Russie et des deux républiques le 22. Et le 23 février, les deux républiques, qui alors sont sous le feu croissant de l'artillerie ukrainienne, demandent l'aide militaire de la Russie. Et le 24, la Russie intervient en Ukraine au profit des deux républiques qu'elle considère comme indépendantes, en pouvant invoquer l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui prévoit qu'on a le droit d'aider un pays qui est sous attaque. Et quand les événements se sont déroulés en 2014, évidemment qu'on a eu un regard plus approfondi sur le Donbass, parce qu'on voulait savoir d'où les insurgés recevaient leurs armes. Et parce qu'on dit, s'ils ont des armes, ça vient nécessairement de la Russie. En fait, ce n'est pas vrai. Tout simplement, ce qui s'est passé, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est que les militaires russophones de l'armée ukrainienne, plutôt que de tirer sur leurs collègues russophones, ont préféré changer de côté avec armes, chars, artillerie, tout ce que vous voulez, et ils ont passé du côté des rebelles. Et c'est comme ça que l'armée rebelle s'est constituée, grâce à des apports de leurs co-religionnaires, pourrait-on dire, qui ont simplement passé, qui ont quitté l'armée ukrainienne pour passer du côté de l'armée rebelle. Alors, quand on nous dit qu'il n'y a pas de néo-nazis ou de fascistes ou de je ne sais pas quoi en Ukraine, on est en train d'effacer quand même plusieurs années où la presse occidentale s'est faite l'écho d'abus de toutes sortes faits par des mouvements d'extrême droite en Ukraine, soutenus par le gouvernement ukrainien et soutenus par les gouvernements occidentaux. Et on est avec des... Parce qu'il faut savoir que ces gens-là qui portent des armes, qui se battent, qui forment ce qu'on appelle la résistance aujourd'hui, une grande partie de la résistance, ce sont les plus motivés. Ce sont, à Mariupol, les derniers combattants, ce sont ces gens. Ce ne sont pas des combattants de l'armée régulière ukrainienne, ce sont des combattants de ces milices-là. Et quand on parle de ces mouvements, ou de ces groupes extrémistes en Ukraine, on parle toujours du mouvement Azov et du régiment Azov, d'ailleurs.
Mais on omet tous les autres parce que ça n'est qu'une petite partie d'une constellation gigantesque, en réalité. Là, j'ai pris les plus importants groupes, mais qui chacun représente des potentiels qui vont entre 30 000 et 10 000 hommes. Donc on n'est pas sur des petits... Et ils sont armés. On n'est pas sur des choses très anodines. Hein. Mais il y a d'autres choses qui expliquent davantage aujourd'hui. C'est notamment toute cette partie-là, la Galicie, qui a été, qui en fait a été donnée par les Allemands, par le Troisième Reich à l'Ukraine. Et c'est aussi le Troisième Reich qui a créé le premier embryon d'Ukraine libre. Et c'est pour ça que quand on parle d'extrême droite, de nazis, etc., ce n'est pas simplement parce que les gens sont devenus nazis comme ça. Et ça fait une grande différence aussi avec les néo-nazis qu'on voit un peu partout. En Ukraine, le nazi, indépendamment de toutes les connotations qu'il puisse avoir, les Allemands ou le Troisième Reich a gardé un prestige énorme parce qu'ils ont donné la première indépendance à l'Ukraine. C'est ça le problème. Et ce qui est grave et qu'on n'a pas beaucoup relevé parce qu'on parle de négociations avortées avec les Russes, que les Russes ne veulent pas négocier. Mais la réalité est un petit peu différente. Vous voyez, en février, à la fin février de cette année, c'est-à-dire juste après le début de l'offensive russe, Zelensky a indiqué qu'il était prêt à négocier avec la Russie. Et à peine il a dit ça, 2 jours plus tard, l'Union européenne arrive et donne pour 1 demi-milliard d'armes. Il dit non, vous n'allez pas négocier avec la Russie, vous allez vous battre. Et on donne des armes. Fin mars, le 21 mars de cette année, alors que les négociations à la frontière avec le Bélarus sont capotées, les négociations ont repris d'ailleurs de manière assez intéressante. De nouveau, on n'a pas beaucoup relevé ça en Suisse, mais Zelensky a cherché à avoir un médiateur pour le conflit, pour faire la médiation entre l'Ukraine et la Russie, évidemment. Il a demandé à 3 pays, la Chine, la Turquie et Israël. Pas un seul pays européen, et certainement pas la Suisse, qui pourtant semblerait prédestinée pour ce genre d'activité. Donc, ça montre déjà le niveau de confiance qu'on a gagné. Mais bref, là, cette image, on est encore en février. À la fin mars, Zelensky fait des propositions à la Russie, que la Russie trouve intéressantes et se propose de discuter. Et Zelensky demande une entrevue avec Poutine pour négocier. 2 jours plus tard, l'Union européenne arrive avec un nouveau paquet de 500 millions d'armes pour se battre. Et la Grande-Bretagne et les États-Unis ont demandé à Zelensky de retirer son l'offre qu'il avait faite à la Russie. Donc on n'a pas du tout envie d'une solution. On veut que l'Ukraine se batte. Dans le modèle soviétique, chaque région de l'URSS avait une tâche particulière. Si vous voulez, chacun avait sa spécialité. Et le tout était coordonné par Moscou. Tort ou à raison, c'est comme ça que ça fonctionnait. Ce qui fait que quand ces républiques sont devenues indépendantes, leur économie s'est trouvée tout d'un coup comme amputée de quelque chose, ou plutôt c'est l'économie russe qui était amputée de quelque chose. Parce que c'était une répartition du travail. Quand vous enlevez un élément, c'est comme quand vous enlevez une main à un corps. C'était un peu ça qui s'est passé. Et donc l'économie ukrainienne ne fonctionnait qu'avec l'économie russe. Et c'est pour ça qu'ils voulaient se rapprocher de l'Union européenne, parce que c'était pour eux la garantie d'un avenir. Mais d'un autre côté, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se déconnecter de la Russie parce que leur économie n'était pas prête à ça. Et la Russie elle-même ne voulait pas se déconnecter non plus de l'Ukraine. Et c'est la raison pour laquelle la Russie a proposé une commission tripartite pour rendre compatible le traité
de l'union entre le traité de rapprochement, si vous voulez, le traité je ne me rappelle plus comment ça s'appelle d'ailleurs, entre l'Ukraine et l'Union européenne, et par ailleurs garder des liens économiques avec la Russie. C'est Barroso, le président de la Commission européenne, qui s'est opposé, qui a dit à l'Ukraine non, c'est ou l'un ou l'autre. Et il a forcé l'Ukraine à un choix, alors que l'Ukraine aurait préféré avoir une solution mixte. Et c'est ça qui a provoqué, comme on avait fait miroiter à la population de Maïdan, enfin la population ukrainienne, pas de Maïdan, la population ukrainienne, on leur avait dit, avec l'Union européenne, vous aurez des meilleurs salaires, du travail, etc. Et tout d'un coup, on disait, non, mais attention, ça ne va pas se faire tout de suite. Et la population s'est sentie trompée. Et c'est à ce moment-là que la population, la première manifestation de Maïdan, ça a été ça, cette manifestation populaire de gens qui sont descendus dans la rue parce qu'ils pensaient qu'on allait leur enlever la perspective de l'Union européenne. En mai 2020, au début de la crise du coronavirus, la Chine avait 3 morts par million. Alors, évidemment, vous avez la RTS qui nous parle d'une propagande absolument inouïe, éhontée, des mensonges, comment c'est possible. Et c'est vrai que quand on regarde la carte de l'Europe et qu'on voit des mortalités par million qui sont à près de 300 par million, on se dit comment la Chine, avec 1 milliard, réussit à avoir un chiffre aussi bas. Mais quand vous regardez l'Asie, et que vous regardez les pays voisins de la Chine, vous voyez qu'à la même époque, ils ont les mêmes chiffres que la Chine, et même moins. C'est une question de stratégie, ce n'est pas une question de mensonge. Et on a tendance à cacher notre impuissance, notre incapacité, notre bêtise et notre incompétence en disant que les autres sont des menteurs.